Bienvenue sur l'atelier du front, la chaîne où les clés à molette sont aussi importantes que les canons et où l'ingéniosité des mécaniciens écrit l'histoire. Sur un champ de bataille, une machine de guerre n'a que deux états, opérationnelle ou détruite. Un char touché, sa coque perforée, son moteur en feu, est normalement une cause perdue. Il devient une tombe d'acier, un monument à la défaite, destiné à la ferraille. Mais que se passe-t-il lorsque des mécaniciens, épuisés, sales et à court de tout, refusent d'accepter cette réalité? Que se passe-t-il lorsque le désespoir rencontre le génie de l'improvisation? Aujourd'hui, nous allons raconter une histoire qui dépasse l'entendement. C'est l'histoire d'un char qui n'aurait jamais dû rouler à nouveau. Un char détruit, condamné par les experts, mais qui a été ramené à la vie par une équipe d'ouvriers obstinés. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une réparation, c'est l'histoire d'une résurrection. Une réparation si audacieuse, si bricolée et si réussie qu'elle a transformé cette épave en une véritable légende militaire. Un porte-bonheur qui a changé le moral de toute une armée. Si vous aimez ces récits où la volonté humaine défie la logique de la guerre, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à l'atelier du front, laissez un j'aime pour honorer ces héros du Cambouis et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous nous rejoignez aujourd'hui. Nous sommes en Libye, en juin 1942, c'est le cœur de la guerre du désert. L'Africa Corps de Rommel, le renard du désert, a repoussé la 8e armée britannique jusqu'à la ligne de Gazala. La bataille qui fait rage est un combat de blindés, une danse mortelle dans une mer de poussière et de chaleur à 50 degrés. Et dans cette danse, les Britanniques sont en train de perdre. Leurs chars, les Crusaders, sont trop légèrement blindés. Leurs nouveaux M3 Grant américains, bien que puissants, sont des cibles faciles. Et les Allemands ont le canon de 88 mm, une arme terrifiante qui peut détruire un char allié à 2 km de distance, bien avant que les Britanniques ne soient à portée de tir. C'est un massacre. Les pertes en chars sont si catastrophiques que les ateliers de réparation de campagne, les LAD, Light Aid Detachments, sont le centre névralgique de la guerre. Ils ne se battent pas pour gagner du terrain, ils se battent pour réparer plus vite que l'ennemi ne peut détruire. C'est dans ce chaos que nous trouvons l'atelier du 4e régiment royal de chars. Ce n'est pas une usine. C'est un carré de sable battu par le vent du désert, à quelques kilomètres derrière la ligne de front, près d'un point d'eau fétide nommé Bir Hakeim. Le chef de cet atelier est un homme qui n'aurait pas dû être là. C'est le sergent-major Tam McGregor, un homme de Glasgow, un constructeur de navires des chantiers de la Clyde. Il est trop vieux pour le service actif, mais il a menti sur son âge, par pur esprit de contradiction écossais. Ces hommes sont comme lui, des inaptes, des mécaniciens automobiles, des chaudronniers, des hommes qui comprennent l'acier. Un soir, après une journée de combat désastreuse, un camion de dépannage Scamel arrive en gémissant dans l'atelier. Il remorque ce qui ne peut pas être décrit comme un char. C'est une épave. C'est un char M3 Grant, qui a reçu un coup direct de 88 mm en pleine tourelle. Le coup a été si violent qu'il a non seulement tué l'équipage de la tourelle, mais il a aussi arraché la tourelle elle-même, la projetant à 10 mètres. Le châssis est une ruine fumante. Le moteur est mort, noyé dans l'huile et le liquide de refroidissement. Le lieutenant Pembroke, un jeune officier ingénieur fraîchement sorti de Sandhurst, arrive avec sa planchette. Il inspecte l'épave, secoue la tête. C'est fini, McGregor, il est KO, irrécupérable. Signez-moi le formulaire de mise hors service. On va le cannibaliser pour les pièces. Cannibaliser? La voix de McGregor est un grognement, comme du gravier dans un moteur. Il marche autour de l'épave. La poussière et le sang séché couvrent le métal. Le châssis est bon, dit-il. Le moteur a juste pris un choc, et la transmission est intacte. Le châssis est bon. Pembroke rit nerveusement. Sergent-major, il n'a plus de tourelle. C'est une baignoire en acier. Nous avons besoin de chars, pas de baignoire. Mettez-le hors service. Pembroke repartit vers sa tente. McGregor resta là, regardant l'épave mutilée, tandis que le soleil se couchait, colorant le désert en rouge sang. Il pensait aux jeunes hommes qu'il avait vus mourir ce jour-là, faute de soutien blindé. Il pensait aux chars qui lui manquaient. Il a dit qu'on avait besoin de chars, murmura McGregor à son équipe, rassemblée dans l'obscurité. Il n'a pas dit quel genre de char. C'est là que l'improvisation commença. « Alec, dit-il à son meilleur soudeur, sors le chalumeau.
On va fermer le trou. Fermer. Fermer le trou, sergent-major? Vous m'avez entendu. Prenez cette plaque de blindage sur l'épave du Panzer IV là-bas. Celle qui a l'air solide. On va lui mettre un toit. L'équipe crut qu'il était devenu fou, frappé par le soleil. Mais l'ordre était l'ordre. Pendant toute la nuit, l'atelier de MacGregor ressembla à une forge de l'enfer. Alec et son équipe découpèrent une plaque massive sur le blindage latéral d'un Panzer détruit, de l'acier Krupp de qualité, et, dans une gerbe d'étincelles aveuglantes, ils la soudèrent sur le trou béant de la tourelle. Ils n'avaient pas de rivets. Ils n'avaient que leur poste à souder portatif, alimenté par un générateur fatigué. Ils empilèrent les cordons de soudure, créant une cicatrice d'acier laide mais incroyablement solide. À l'aube, le M3 Grant était méconnaissable. Il n'avait plus de tourelle. Il avait un toit plat, comme une casemate. Magnifique, dit MacGregor. Maintenant, le moteur. L'équipe de mécaniciens, galvanisée par cette folie, s'attaqua au moteur Wright Continental. Il n'était pas mort. Il était juste choqué. Ils remplacèrent les conduites cassées, nettoyèrent le carburateur du sable, et après 3 heures, le moteur V9 toussa, cracha une fumée noire, et s'éveilla dans un rugissement qui fit sourire MacGregor. « Il roule », dit un jeune mécanicien. « Mais pourquoi faire, Tam? C'est le plus gros taxi blindé du désert. Il n'a pas de canon. » MacGregor regarda le M3. Il avait raison. Le canon principal de 75 mm, monté dans la coque, était toujours là. Mais le char était conçu pour avoir une tourelle. MacGregor regarda autour de lui. Son regard se posa sur une autre épave, un char Crusader britannique détruit par une mine. Sa tourelle était intacte, mais son châssis était coupé en 2. Et sur cette tourelle, il y avait un canon de 2 livres, 40 mm, parfait pour le soutien d'infanterie. « Les gars, » dit MacGregor, ses yeux brillants d'une lueur démente. « Je crois qu'on n'a pas fini. » Le lieutenant Pembroke arriva au petit matin, avec sa planchette et ses formulaires, s'attendant à trouver l'épave du M3 Grant en cours de démembrement. Ce qu'il vit le figea sur place. Le char était non seulement intact, mais son moteur tournait au ralenti. Un voum-voum régulier et sain. Et, plus incroyable encore, le trou béant de la tourelle était recouvert d'une plaque d'acier allemande massive, marquée par les cicatrices de soudure les plus grossières qu'il ait jamais vues. « Sergent-major MacGregor !» hurla Pembroke, sa voix aiguë trahissant sa panique. « Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais donné l'ordre de cannibaliser ce véhicule. Vous avez mis un toit ?» MacGregor, buvant un thé noir et épais comme de l'huile de vidange, leva les yeux. « Le moteur tourne, monsieur. Le châssis est sain. Le canon de 75 dans la coque est opérationnel. C'est un chasseur de chars. » Pembroke était au bord de l'apoplexie. « Un chasseur de chars? C'est une abomination. Vous avez modifié un design approuvé. Vous avez mélangé de l'acier allemand et américain. Le poids, l'équilibre, vous avez compromis la structure. Et que comptez-vous faire contre l'infanterie? Le 75 est inutile à courte portée. Cet engin est un cercueil. » « C'est là que vous vous trompez, monsieur, » dit MacGregor, dangereusement calme. Il désigna l'épave du Crusader qui gisait à 50 mètres. « On va lui mettre ça. » Pembroke suivit le doigt de MacGregor. Il vit la tourelle du Crusader avec son petit canon de 2 livres, et il comprit. « Non, » murmura-t-il. « Absolument pas. Vous êtes dément. Vous ne pouvez pas monter une tourelle de Crusader sur un châssis de Grant. L'anneau de tourelle n'est pas compatible, le poids n'est pas le même. Le système électrique est différent. « L'anneau est foutu de toute façon, lieutenant, » dit MacGregor. « On ne va pas utiliser l'anneau. On va le boulonner. C'était de l'hérésie. Une tourelle doit tourner sur un anneau de roulement à billes précis pour être efficace. » MacGregor, le constructeur de navires, proposait de la fixer comme on fixe une bouche d'aération sur le pont d'un cargo. L'atelier se remit au travail, ignorant les protestations stridentes de Pembroke, qui menaçait désormais MacGregor de la cour martiale. La première étape fut de récupérer la tourelle du Crusader. Le camion Grus Camel, le seul véhicule de l'atelier capable de soulever une telle charge, s'approcha. La tourelle, arrachée de son châssis détruit, fut levée dans les airs, dégoulinant d'huile. Ils la posèrent sur la plaque d'acier allemande que l'équipe d'Alec venait de finir de souder. C'était un spectacle grotesque. Une petite tourelle britannique anguleuse, posée sur une large plaque de blindage allemande, elle-même posée sur un châssis américain massif. C'était un monstre international, un Frankenstein du désert.
Elle ne rentre pas, dit Alec, le soudeur. Le fond n'est pas plat. Alors coupez, ordonna McGregor. Mais, Tam, le mécanisme de rotation. Au diable le mécanisme de rotation, on n'a pas besoin qu'elle tourne vite, on a besoin qu'elle tire. Pendant les 12 heures qui suivirent, l'atelier de McGregor devint un lieu de pure improvisation. Ils ne pouvaient pas usiner un nouvel anneau. Alors ils ont fabriqué un système de rotation. McGregor, se souvenant de ses jours sur les chantiers navals de la Clyde, eut l'idée. Ils ont récupéré les roulements à billes d'un essieu de camion détruit et les ont utilisés pour créer un chemin de roulement rudimentaire entre la plaque allemande et la base de la tourelle. « Ce n'est pas électrique, dit-il. Ce sera manuel. Donnez-moi 2 hommes forts. » Ils ont soudé des leviers à l'intérieur de la tourelle, comme les barres d'une cabrestante de navire. Pour faire tourner la tourelle, 2 membres d'équipage devraient pousser ces leviers de toute leur force, marchant, en cercle à l'intérieur du char. C'était lent, c'était brutal, c'était épuisant, et c'était du pur génie bricolé. Le problème suivant. L'armement. Le canon de 2 livres, 40 mm du Crusader, était intact. Mais il fallait des munitions. L'équipage du M3 Grant n'avait pas de place pour les obus de 40 mm. McGregor ordonna de vider les casiers de rangement de l'équipage. Ils n'ont pas besoin de leurs affaires personnelles. Ils ont besoin de munitions. Ils ont soudé des râteliers à l'intérieur, sur les parois, créant un espace de stockage pour 50 obus de 40 mm. Le char était un chaos de métal soudé, de câbles exposés et d'angles vifs. C'était une machine à tuer, conçue par des tueurs. Quand Pembroke revint le lendemain, il vit le char. La tourelle était montée. Elle tournait, lentement, en grinçant horriblement. Le moteur rugissait. Le 75 mm dans la coque était pointé vers l'avant. Le 40 mm dans la nouvelle tourelle bricolée était pointé sur le côté. Le lieutenant Pembroke ne dit rien. Il sortit un appareil photo de sa poche, un Kodak pliant, et prit plusieurs photos. « Pour la cour martiale, sergent-major, » dit-il. « Ceci est la preuve de la destruction délibérée de 2 pièces d'équipement de Sa Majesté. »« Appelez-le comme vous voulez, monsieur, » dit McGregor, grimpant sur le char. « Moi, j'appelle ça un 2 en 1. Il a le 75 pour les Panzers et le 2 livres pour l'infanterie. Il peut se battre dans 2 directions à la fois. Il manquait une dernière chose. Un nom. Les chars britanniques avaient des noms. Crusader, Matilda, Valentine. L'un des mécaniciens, un jeune londonien qui avait vu le film en 1931, regarda le monstre de métal composite, boulonné et soudé de pièces disparates. « Il n'est pas beau, » dit le mécanicien. « Il ressemble à ce que Boris Karloff a construit dans son laboratoire. C'est Frankenstein. » Le nom resta. McGregor peignit lui-même le nom Frankenstein en lettres blanches grossières sur le côté de la coque. La réparation improvisée était terminée. Le char détruit était devenu une légende. Maintenant, il devait se battre. Le retour du lieutenant Pembroke au QG du régiment fut rapide. Il présenta ses photos et son rapport au colonel Smeaton, un homme de cavalerie de la vieille école, un homme qui croyait aux charges de cavalerie et à la tradition. Smeaton regarda les photos du Frankenstein avec un dégoût non dissimulé. L'engin était une insulte à l'uniforme, un symbole du chaos logistique qui rongeait son régiment. « C'est une parodie, » dit Smeaton. McGregor a perdu l'esprit. Il a bafoué le règlement. Dites-lui de démanteler cette horreur immédiatement et placez-le aux arrêts. Mais avant que Pembroke ne puisse saluer et partir, le major Croft, le commandant second du régiment, un homme pragmatique qui avait vu trop d'hommes mourir, s'interposa. « Colonel, si je puis me permettre, c'est peut-être une horreur, mais c'est une horreur qui a un canon de 75 mm, un canon de 2 livres et un moteur qui tourne. Nous avons perdu 12 chars hier. Nous n'avons rien en réserve. L'attaque de Rommel sur la crête d'Aslag est attendue pour demain. Nous avons besoin de tout ce qui peut tirer. » Smeaton détestait cette logique. C'était une logique de roturier, pas de cavalier. Mais les chiffres étaient têtus. « Très bien, Croft, » grogna-t-il. « C'est votre folie. Donnez un équipage à ce bricolage. Mais je veux qu'il reste en arrière-garde, qu'il serve de pillbox mobile, rien de plus. S'il explose, la cour martiale de McGregor n'en sera que plus sévère. » Le problème était maintenant de trouver un équipage assez fou pour monter dans cette machine. Personne n'en voulait.
C'était un char KO, une épave ressuscitée, un porte-malheur évident. L'équipage d'origine était mort. Les tankistes sont superstitieux. Le major Croft se rendit lui-même à l'atelier de MacGregor. « Tam, dit-il, tu as construit le diable. Maintenant, qui va le conduire ?» C'est là qu'intervint le sergent Knocker White. White était le meilleur chef de char du régiment, mais il était en disgrâce. Son Crusader avait été détruit 3 fois, non pas par sa faute, mais par pure malchance. Il n'avait plus de char. « Je le prends, Major, » dit White, sans hésitation. « Si c'est moche et que ça tire, ça me va. » Il choisit son équipage parmi les rebuts. Un pilote qui louchait légèrement, un chargeur qui avait la gâchette trop facile, et 2 jeunes recrues pour servir de moteur à la tourelle manuelle. Quand ils montèrent à bord, l'intérieur était un cauchemar. C'était sombre, exigu, sentant la soudure et le métal brûlé. Les câbles des leviers de la tourelle passaient juste au-dessus de leur tête. « C'est une poubelle », dit le pilote. « Ouais », répondit Knocker White, « mais c'est notre poubelle. » Le lendemain, l'enfer se déchaîna. L'attaque de Rommel sur la crête d'Aslag fut brutale. Une vague de Panzers III et IV, soutenue par l'infanterie, déferla sur les lignes britanniques clairsemées. Frankenstein avait reçu l'ordre de rester en arrière, sur une petite colline, en défilement de tourelles, pour couvrir la retraite des chars Crusader, plus rapides mais plus faibles. Le plan était que Frankenstein agisse comme un bunker, mais Knocker White n'était pas un homme qui attendait. Il vit les Panzers contourner la position. Il vit une section d'infanterie allemande, des Panzer grenadiers, s'infiltrer sur son flanc droit, menaçant de couper la retraite. « Pilote, avance !» ordonna-t-il. « Mais, nos ordres, sergent !»« Au diable les ordres! On est un char, pas un rocher! Pilote, avance! Chargeur du 75, préparez-vous! Cible, Panzer III à 800 mètres, flanc gauche !» Le Frankenstein s'ébranla. Le son de son moteur Wright attira l'attention des Allemands, qui virent ce char inconnu, ce M3 Grant bizarrement plat, descendre la colline. Le commandant du Panzer III, confus, ordonna d'ouvrir le feu. Le 50 mm allemand frappa la plaque avant du Grant. « Clang !» L'obus rebondit. « Feu !» hurla White. Le 70 mm du Frankenstein, monté dans la coque, cracha le feu. Le coup était parfait. Il frappa le Panzer III en pleine chenille, l'immobilisant. Mais maintenant, l'infanterie était sur eux. Une 50aine de panzergrenadiers sortirent d'un oued asséché, hurlant, leurs fusils mitrailleurs crépitant. C'était le moment où un char normal aurait été en difficulté. Le 75 mm était inutile, car il ne pouvait pas s'abaisser assez bas. La tourelle aurait dû pivoter rapidement. « Tourelle, tourelle, à droite !» hurla White. À l'intérieur, ce fut le chaos. Les 2 jeunes recrues attrapèrent les leviers et commencèrent à pousser de toute leur force. Grink! Le son de métal torturé. La tourelle tournait, mais avec une lenteur exaspérante, comme le couvercle d'un bocal rouillé. « Plus vite, bande de limaces !» hurla White. Les Allemands étaient presque au contact, lançant des grenades. Grinka! La tourelle était enfin en position. « Chargeur du 2 livres! À mitraille! Feu à volonté !» Le petit canon de 40 mm, conçu pour percer des blindages, se révéla être l'arme parfaite contre l'infanterie. Il cracha ses obus explosifs à un rythme rapide. Poc, 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 transformant le sable autour du char en un enfer d'éclats. L'infanterie allemande, fauchée, brisa son assaut et recula en désordre. Frankenstein avait tenu, mais il n'avait pas fini. Un autre Panzer III, voyant son camarade immobilisé, fonça sur le flanc droit, là où le 75 mm ne pouvait pas viser. Le commandant allemand, voyant la petite tourelle de Crusader, la prit pour un char léger et s'approcha pour le coup de grâce. « Tourelle, à droite, plus vite !» hurlait White. « Grinka !» Les 2 moteurs de la tourelle, dégoulinant de sueur, poussaient comme des damnés. « C'est trop lent, sergent. Il va nous avoir. » Le Panzer III s'arrêta à 400 mètres, tourna son canon. « Pilote !» hurla White. « Pivote le châssis! Gauche! Gauche !» Le pilote, dans une manœuvre inspirée, fit pivoter le char entier, amenant le 75 mm de la coque face à l'ennemi. Les 2 chars tirèrent en même temps. L'obus du Panzer frappa la plaque allemande soudée par Alec. L'impact fut si violent qu'il fissura les soudures et fit tomber une pluie d'éclats à l'intérieur, blessant le chargeur.
Mais la plaque avait tenu. L'obus du 75 mm de Frankenstein, lui, frappa le Panzer III en pleine tourelle, la bloquant net. Le char allemand, vaincu, commença à reculer. En moins de 10 minutes, Frankenstein, l'épave, le bricolage que Pembroke voulait mettre à la ferraille, avait neutralisé 2 panzers et brisé une attaque d'infanterie. Il n'était pas un char, c'était une légende. La bataille pour la crête d'Aslag fit rage pendant encore 2 jours. Le Frankenstein de Knocker White devint le point d'ancrage de la ligne britannique. Ce que les Allemands ne comprenaient pas, c'était ce qu'ils combattaient. Les rapports qui parvenaient au QG de Rommel étaient confus. Les éclaireurs signalaient un char inconnu. Il avait la coque d'un Grant, mais sans la tourelle haute et vulnérable. Il avait le blindage d'un Panzer. Et il avait 2 canons qui semblaient tirer dans des directions différentes. Pour les Panzer grenadiers, c'était une forteresse mobile. Pour les Panzers, c'était un piège. Frankenstein développa sa propre tactique, une tactique née de son improvisation. Knocker White utilisait son 65 mm monté bas comme arme anti-char principale, tandis que la tourelle de 40 mm, qui tournait lentement, agissait comme un guetteur indépendant, balayant constamment les flancs à la recherche de l'infanterie ou des redoutables canons de 88 mm cachés. C'était le premier char bitache du champ de bataille. Le lieutenant Pembroke, qui avait reçu l'ordre de rester près de l'action, observait tout depuis son half-track, sa colère initiale se transformant en une fascination d'ingénieur. Il vit Frankenstein encaisser un autre coup de 50 mm. Cette fois, l'obus frappa la plaque allemande soudée, juste sur la cicatrice de soudure d'Alec. La soudure, un bricolage immonde, absorba le choc et se fissura. Mais elle ne céda pas. Pembroke nota dans son carnet: la soudure lamellaire multiple, bien que non standard, semble dissiper l'énergie cinétique de manière inattendue. Fascinant. Mais le véritable test arriva le 3e jour. Rommel, exaspéré par cette résistance sur la crête, envoya l'impensable. Il envoya un Tiger. C'était l'un des premiers Panzer VI Tiger, une bête de 57 tonnes, armée du canon de 80 mm qui avait tant terrifié les Britanniques. Le Tiger n'était pas censé être là. Il était en phase de test. Mais Rommel voulait en finir. Le Tiger apparut sur la crête, à 1500 mètres. Il était si gros qu'il semblait irréel. Frankenstein et 2 autres Crusaders étaient les seuls chars restants. Le Tiger ouvrit le feu. Le premier obus de 90 mm frappa un Crusader et le char explosa, sa tourelle s'envolant à 20 mètres en l'air. Le 2e Crusader, paniqué, tenta de reculer. Le Tiger tira à nouveau. Une autre explosion. Il ne restait plus que Frankenstein. « Sergent !» hurla le pilote. « C'est foutu! C'est un 88! Il va nous couper en 2! » Knocker White regardait dans ses jumelles. Il savait qu'à 1500 mètres, son 75 mm ne ferait qu'égratigner la peinture du Tiger. Et son 40 mm était un pistolet à bouchon. Il ne pouvait pas fuir. Il ne pouvait pas se cacher. Il ne pouvait faire qu'une seule chose. Ce pourquoi son char avait été conçu. Improviser. « Pilote !» dit White, sa voix soudainement calme. « Vous voyez cette oued, à notre droite, le ravin sec ?»« Oui, sergent. »« Conduisez-y, pleine vitesse, maintenant. » Le char plongea dans le ravin, disparaissant de la vue du Tiger. L'équipage allemand, voyant sa dernière cible disparaître, sourit. L'Anglais fuyait. Le Tiger commença à avancer nonchalamment pour nettoyer la crête. Mais Frankenstein ne fuyait pas. Il utilisait le terrain. L'oued était un ancien lit de rivière, un fossé anti-char naturel, qui courait parallèlement à la position du Tiger. « Avance, avance, avance !» hurlait White, aveuglé par la poussière à l'intérieur du ravin. Le char heurtait les parois, le métal grinçant. Pendant ce temps, MacGregor, à l'atelier de réparation, écoutait la bataille sur la radio. Il entendit l'opérateur du Major Croft hurler « Le Tiger est sur la crête, il a eu les Crusaders. Frankenstein a disparu. » Le colonel Smithon, qui se tenait à côté, blêmit. « Disparu. Le lâche. Il a fui. MacGregor, votre monstre est un lâche. » MacGregor serra les poings, son visage blême. Il connaissait Knocker White. Il ne fuyait pas. Il ne fuit pas, grogna MacGregor. Il chasse. Dans le ravin, White ordonna au pilote de s'arrêter. Écoutez. Ils coupèrent le moteur. Le silence. Ils entendirent le clang, clang, clang métallique des chenilles du Tiger qui avançait. Juste au-dessus d'eux,
à moins de 100 mètres. Le Tiger les cherchait. C'est maintenant, murmura White. Pilote, sortez d'ici, droit sur lui. Mais, sergent, le 88. Il ne pourra pas baisser son canon assez vite, dit White. On va le frapper au genou. Le moteur Wright rugit. Frankenstein émergea de l'oued comme un sanglier sortant d'un fourré, apparaissant sur le flanc du Tiger, à moins de 70 mètres. L'équipage allemand fut totalement pris par surprise. Ils n'avaient jamais vu ce char. Ils tournèrent leur tourelle massive, mais c'était trop lent. « Feu !» hurla White. Le 75 mm à bout portant cracha le feu. Il ne visait pas la tourelle. Il visait les chenilles. L'obus frappa le barbotin du Tiger, la roue d'entraînement, et la détruisit. Le Tiger était immobilisé. Il était estropié. L'équipage allemand, fou de rage, tira. Mais ils étaient trop près. L'obus de 80 mm passa au-dessus de la coque basse de Frankenstein. « Feu! Encore !» hurlait White. Le 75 mm rechargea et tira. Et encore, et encore. Frankenstein dansa autour du Tiger immobilisé, le frappant au train de roulement, le transformant en forteresse statique. Le Tiger, incapable de bouger, sa tourelle trop lente, ne pouvait plus riposter. La réparation improvisée de MacGregor venait de neutraliser l'arme la plus redoutable d'Hitler. L'équipage du Tiger, piégé dans sa forteresse d'acier devenue immobile, comprit que le jeu était terminé. Sous la menace constante du 75 mm de Frankenstein, qui continuait de marteler son train de roulement, et avec l'arrivée d'autres forces britanniques alertées par le combat, l'équipage allemand s'aborda son char et se rendit. La vision de ces soldats d'élite, l'orgueil de la Panzerwaffe, sortant les mains en l'air de leur machine monstrueuse, vaincus non pas par un canon supérieur, mais par la folie d'un M3 Grant mutilé, fut un choc qui se propagea sur toute la ligne de front. Knocker White, son moteur surchauffant, sa coque fissurée, ramena Frankenstein à l'atelier. Il arriva en clopinant dans un nuage de fumée, égara l'abomination devant la tente de MacGregor. Il était couvert de suie et de sang, celui de son chargeur blessé, mais il arborait le plus grand sourire du désert de Libye. Le colonel Smeaton et le lieutenant Pembroke étaient là. Smeaton, l'homme de la cavalerie, regarda le Tiger détruit au loin, puis le bricolage qui avait survécu. Il n'avait pas de mots. Il ne dit rien. Il ne parla jamais de la cour martiale. Il se contenta de hocher la tête, un signe de respect minimaliste mais total, avant de remonter dans sa Jeep. Le lieutenant Pembroke, lui, s'approcha. Il ne tenait plus sa planchette pour un rapport disciplinaire. Il la tenait comme un étudiant. Il regarda la plaque de blindage allemande, bosselée par l'impact du 50 mm. La soudure d'Alec, craquée mais tenant bon. Il regarda la tourelle de Crusader, tordue sur son axe artisanal. « Sergent-major MacGregor », dit-il, sa voix changée. Ce n'était plus de l'arrogance. C'était de la pure curiosité d'ingénieur. « Montrez-moi comment vous avez fait. » La réparation improvisée devint une légende ce jour-là. Frankenstein n'était plus une honte. C'était la fierté du 4e régiment royal de chars. Il était trop non-standard, trop un bric-à-brac pour être envoyé sur les grandes offensives. Mais il devint le gardien de l'atelier. Chaque nouveau mécanicien devait apprendre l'histoire de sa construction. Chaque équipage de chars partant au combat venait toucher sa plaque de blindage allemande pour se porter chance. L'épave détruite était devenue un talisman. L'héritage de Frankenstein ne fut pas seulement moral. Le rapport du lieutenant Pembroke, rempli des photos qui devaient condamner MacGregor, fut envoyé au quartier général du Caire. Mais ce n'était plus une plainte, c'était une leçon. Il y décrivait comment les improvisations de l'atelier, l'utilisation de blindages ennemis, la création de systèmes hybrides, s'avéraient plus efficaces que la doctrine officielle. Grâce à Frankenstein, le commandement de la 8e armée changea sa politique. Au lieu de mettre au rebut les chars KO, il encouragea activement les cannibalisations et les modifications de terrain. L'improvisation de MacGregor était devenue la nouvelle doctrine. Frankenstein lui-même ne combattit plus. Il survécut à Gazala, il survécut à El Alamein. Il regarda les nouveaux Sherman américains arriver, rendant son châssis de M3 Grant obsolète. Il fut finalement mis à la retraite, son moteur Wright ayant rendu l'âme pour de bon.
Il fut abandonné dans un cimetière de chars près d'Alexandrie, attendant la ferraille. Mais l'histoire, elle, survécut. Les mécaniciens, transférés dans d'autres régiments, racontèrent l'histoire. L'histoire du char M3, qui avait été tué par un 88, qui avait été ramené à la vie par un Écossais têtu, et qui avait vaincu un Tiger à lui tout seul. La réparation improvisée, née du désespoir et du génie d'un atelier ouvrier, était devenue une légende militaire.